diversité. Partage ta passion pour la francophonie culturelle ici, chez CAFI. Bonjour, chère communauté, et bienvenue chez CAFI Diversité, un endroit où votre voix est importante et est écoutée, un podcast qui est basé sur la culture, l'inclusion, la collectivité et donne la parole à une communauté participative et inclusive. Je m'appelle Maude Basque et je suis l'animatrice de ce podcast multiculturel. Aujourd'hui, nous allons discuter de quelques sujets d'inclusivité et de culture avec Guylaine Fleuroine-Joly, qui a des histoires et des sujets incroyables à partager au sein de cette communauté. Cet épisode touchera le thème du domaine artistique, c'est-à-dire les arts, le cinéma et les carrières intéressantes, diversifiée, une histoire de réussite et la diversité culturelle. On va dire la bienvenue à Guylaine Fleuroine-Joly. Bonjour Maude. Bonjour, ça va? Oui. Donc, juste une petite introduction par rapport à vous et qui vous êtes et comment longtemps que ça fait que vous êtes par ici. Donc, je m'appelle Guylaine Joly. Mon nom d'artiste, c'est A.Fleuroine. Donc, pour expliquer, A, c'est pour Axel, ma 4e enfant. Le point, parce que ça a été la dernière. Et Fleuroine, c'est pour Florian, Morgane et Erwan. Donc, il y a une symbolique émotionnelle autour de mon nom d'artiste. Donc, je suis arrivée en 2003 au Canada. Donc, j'ai ma famille et mes 2 filles, parce que mes 2 filles sont restées en France. Nous sommes arrivés au Québec en 2003. J'ai commencé ma maîtrise en danse, mais j'ai eu l'opportunité de donner des cours de danse pour une session septembre-décembre dans une école en Acadie. Donc, j'ai laissé ma famille à Montréal, mes 2 filles et mon mari, et je suis venue donner une session d'enseignement. Mais je suis retournée à Montréal, et les gens m'ont rappelée pour ouvrir une école de danse francophone de danse, et j'ai pris la direction. Ça, c'est une opportunité incroyable. Oui. Spécialement que c'était pas longtemps après votre arrivée, une opportunité comme ça a dû vraiment faire avancer... 2 ans après. Oui. Un an et demi après. Ouais, donc ça a dû vraiment faire avancer votre trajet de vie, carrière par rapport à votre vie en tant qu'artiste et vraiment pluridisciplinaire, je vais dire. Oui. Juste un petit fait intéressant pour commencer la conversation. Les experts estiment qu'en total, 274 millions de personnes dans le monde peuvent parler le français. De plus, la francophonie est répartie en 5 continents différents. Donc, juste un petit fait pour lancer la conversation par rapport à quelle est l'importance de souligner la francophonie dans le monde cinématographique et artistique. Donc, pourquoi c'est important de souligner la francophonie dans le monde du cinéma en tant qu'artiste, dans le monde artistique, vraiment de ce genre d'art et littérature-là? D'abord, moi, je vais le dire à mon niveau, souligner le français, c'est quand même une langue riche, une vieille langue, et c'est une des langues les plus parlées dans le monde. Donc, c'est important de garder notre langue et de pouvoir l'offrir aussi à toute la communauté francophone internationale. Moi, je ne suis pas dans le domaine du cinéma. Je suis plus dans le domaine multi-art, mais le cinéma, je n'y connais pas grand-chose. Je pense que garder le français, c'est un impératif parce que, surtout en milieu minoritaire, c'est très facile de le perdre. Donc, c'est un combat qu'il faut mener. On ne devrait pas avoir à combattre, mais c'est encore un combat. Oui. Non, je suis vraiment avec vous de ce côté-là parce que je réalise, il y a plusieurs gens qui réalisent, je pense, par rapport à la francophonie, le Canada est évidemment un pays bilingue. Lorsqu'on arrive, on dit que c'est bilingue. Je peux dire qu'on s'entend que c'est pas nécessairement si bilingue que ça, puisqu'on voit de plus en plus que dans les provinces, c'est souvent dominé par une certaine langue, soit l'anglais ou le français. Disons la péninsule acadienne, on peut dire que c'est très francophone puisque, comme on le sait, c'est la péninsule acadienne. Mais lorsqu'on descend vraiment vers la région du sud-est, on remarque une certaine différence auprès de la langue et c'est un peu plus anglophone. Donc, on voit vraiment l'importance, pourquoi il est important de préserver le français. Donc, ça que j'ai pu acquérir de notre dernière rencontre, il y a une certaine importance de la musique chez vous, je pense, et de l'art dans votre vie.
parce que vous avez dit que vous étiez artiste pluridisciplinaire. Donc, je suis sûre que l'art a une certaine importance et une signification dans votre vie personnelle. Bah, je pense que je suis née artiste. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais quand j'étais enfant, j'étais une enfant différente. Donc, je me réfugiais beaucoup dans le dessin, dans l'écoute de la musique, dans l'écriture, dans la couture aussi. Je faisais beaucoup de couture. Donc, pour moi, je pense que c'était mon moyen de m'évader aussi, d'exister. Et la musique, j'ai le souvenir quand j'étais enfant, j'étais en maison de santé parce que j'ai eu des problèmes de santé très jeune. Et le soir, il passait une musique, de la musique classique, donc de la musique d'un certain niveau. Et je pense qu'ils m'ont initiée, sans le savoir, à mes goûts musicaux futurs. Parce que je pleurais quand j'écoutais une musique le soir. J'étais sensible à la musicalité. Je pense que c'est là qu'est né mon goût pour la musique. Mm-hmm. Oui, c'est très beau parce que je trouve... Personnellement, moi, je sais que la musique m'aide souvent à vivre des moments juste avec beaucoup plus d'émotion et beaucoup plus de sensibilité. On dirait que la musique me donne un certain sens de connexion envers ce que je vis. Donc, ça m'aide en telle sorte avec vivre avec certaines situations, de telle sorte. C'est prouvé scientifiquement que la musique permet justement d'explorer ses émotions. Mm-hmm. Et je pense que tu viens de répondre à ça. Ça te permet de passer à travers des émotions qui sont parfois difficiles. Oui, oui, absolument. La musique touche à quelque chose de très profond, puis elle a une incidence sur le cerveau aussi. Oui. Ouais. Donc c'est légitime que la musique te crée ça. Moi, ça me créait ça quand j'étais enfant et quand je vais pas bien ou quand j'ai envie d'être joyeuse, ça dépend le genre de musique que j'écoute, mais ça suscite des émotions. Mm-hmm. Donc la musique, c'est sûr que elle a une grande place dans ma vie, parce que moi, je suis percussionniste. Donc, je suis plutôt une fille joyeuse. Donc, je pratique la percussion et je joue des doigts. On sait que vous êtes une femme quand même artistique parce que vous êtes évidemment pluridisciplinaire. Pouvez-vous me parler un peu plus à ce sujet par rapport, premièrement, à votre cheminement en tant qu'artiste et où vous êtes aujourd'hui, et un peu plus par rapport à votre trajet de vie atypique? Mais c'est sûr qu'enfant, j'avais le sentiment d'être différente, comme tout le monde est différent. Mais j'étais plus différente que les autres enfants, parce que d'abord, j'étais très asociale. Je ne communiquais pas avec les autres. Donc, j'étais dans mon monde, dans ma bulle, et c'est comme ça que je me suis réfugiée dans les arts. En grandissant, j'ai découvert le sport de haut niveau, parce que j'étais athlète. Malheureusement, j'ai eu un grave accident à 14 ans, donc j'ai eu la jambe broyée. Et mes rêves en tant que sportive de haut niveau se sont arrêtés. Donc, je me suis réfugiée dans les arts. Ça a été mon moyen de survie. J'écrivais, je dessinais, je faisais de la couture, puis je réfléchissais beaucoup. Donc, c'est sûr que les arts ont pris toute la place, plus que le sport pendant 10 ans de ma vie. Puis, à 23 ans, j'ai découvert la danse. J'ai découvert la danse et je venais d'avoir 10 ans de rééducation, parce que j'avais eu 3 fractures à la jambe droite. Je ne pensais pas que je pourrais remarcher normalement, parce que je boitais encore. Puis la prof a eu le malheur de me dire « Mais tu ne pourras jamais danser, Guylaine. » Parce que je lui ai dit « Moi, c'est magique. C'est comme le sport, mais avec l'émotion en plus, parce qu'il y a de la musique, puis tu exprimes des choses. » Mais elle me dit « Mais tu commences la danse à 23 ans, tu attends un deuxième enfant, parce que j'étais enceinte. Il est quasi impossible que tu puisses faire carrière dans le domaine. » Et le mot « impossible » a comme impacté quelque chose en moi. Je me suis dit « Ok, elle vient de me dire que ce n'est pas possible. » Moi, je vais me débrouiller pour que ça soit possible. Et c'est là que j'ai découvert la danse et que pendant les années qui ont suivi, j'ai travaillé pour devenir danseuse. Et j'ai enseigné de 26-27 ans jusqu'à aujourd'hui. La danse, ça a été toute ma vie. Donc, j'ai fait du sport autrement. Je trouve ça tellement inspirant de votre part que vous ne voyez pas vos défis dans la vie comme quelque chose qui vous arrête à faire ce que vous voulez faire. Et en tant qu'artiste, auteur, femme pluridisciplinaire, je trouve ça tellement inspirant à voir que vous avez vu certains défis dans votre vie, mais à la place de voir ça comme un défi, vous l'avez plus vu comme un challenge. Oui. Et moi, je trouve ça tellement formidable parce que c'est ça qui te pousse à tes limites et de vaincre certaines limites que tu pensais avoir mis, mais finalement que tu t'as prouvé que c'était pas une limite. Tu as exactement mis le doigt sur... il suffit de... Je pense que le fait d'avoir été différente, d'avoir été obligée de me challenger tout le temps, m'a donné les compétences à justement voir un défi comme un plus et non comme un moins. Ce qui fait que si on me dit que c'est difficile, c'est le meilleur moyen pour que j'ai envie de le faire. Parce que la notion de facilité
ça fait pas partie de mon trajet de vie. Donc, le fait d'avoir eu des enjeux de vie difficiles, que ce soit la maladie, la différence, j'avais rien de facile. Ce qui fait que ça m'a donné une combativité puis une faculté à rebondir sur tout ce qui m'arrivait. Donc, effectivement, je suis résiliente. Et si tu me dis que c'est impossible, c'est le meilleur moyen pour que je le fasse. Mais si c'est trop facile, j'estime ne pas le mériter. Donc, je dois encore travailler dessus. Il y a des choses qui sont faciles pour moi maintenant. Et du coup, j'oublie que c'est aussi un talent, même si c'est facile. Parce que j'ai vraiment cette habitude, il faut que ça soit difficile pour que ça soit intéressant. J'aime bien la notion de combat et puis de difficulté. C'est parce que je me suis, quelque part, la vie m'a programmée à fonctionner comme ça. Donc, je travaille sur d'autres défis personnels. Mais c'est sûr que moi, tu me dis pas, si c'est difficile, c'est comme un challenge à dépasser. On sait que vous êtes coach et entrepreneur. Quelles sont vos occupations spécifiques en ce moment par rapport à ça et votre emploi, votre carrière? Donc moi, initialement, en 2018, j'ai passé j'ai suivi une formation diplômante comme coach en neurosciences appliquées avec David Lefrançois. Je sortais de maladie, donc je sortais de l'hôpital et je voulais un nouveau challenge. Donc, j'étais encore malade, mais c'est quelque chose qui m'a donné une espèce de compétence comme coach motivationnel et identitaire, avec une approche neurosciences appliquées. Donc ça, c'est un métier que je pratique depuis 2018. J'ai des clients que je coach en termes de motivation et en termes d'affirmation identitaire. Mais à côté de ça, je suis également coach en écriture pour les jeunes publics et les gens qui écrivent des livres. Ça, c'est une double activité. Mais je donne aussi des activités dans les écoles. Donc là, en avril, je vais intervenir auprès de jeunes ados au Carrefour de l'Acadie. Et c'est un atelier qui mixe la philo, des questions philosophiques avec des groupes de parole, l'estime de soi, donc l'écriture sur l'estime de soi, donc une thématique d'écriture. Et on va faire aussi de la couture, parce que j'ai préparé des cahiers en tissu, et ils vont coudre des appliques, et à l'intérieur, ils vont insérer tout ce qu'on aura discuté. Donc c'est philo, écriture, couture. C'est un nouveau concept que j'ai mixé pour voir. C'est comme mon essai 1, mais je l'ai bien réfléchi. Ça va toucher de 50 à 100 enfants. 50 à 100 enfants, c'est incroyable parce que là, au moins, tu sais, tu utilises ta passion et tu le tournes dans une façon d'aider les autres et les jeunes. Donc, je trouve surtout ça vraiment... les jeunes. Pour moi, c'est mon public parce que je pense que les jeunes ne me font pas peur. Les adultes me font encore parfois peur. Non que j'ai peur des gens, mais je suis plus méfiante avec des adultes. Mais les enfants, c'est comme... Il y a une connexion. Je pense, j'ai enseigné plus de 35 ans aux enfants. J'ai eu 4 enfants. J'ai eu 300 élèves par an. Les enfants, c'est mon public. C'est le jeune public reste... C'est ma connexion à la vie. Ça tient beaucoup à cœur. Oui. Non, c'est très beau à voir. Surtout que vous allez à l'école Carrefour de l'Acadie. Je trouve ça génial parce que moi, j'étais là quand j'étais jeune. Oui, c'était mon école intermédiaire. Mais Axel, ma fille, qui a 22 ans, est passée par le Carrefour de l'Acadie. Donc, aussi, wow. Oui, je trouve qu'il y a une belle symbolique pour un immigrant d'aller dans l'école où sa fille a été. Oui, exactement. C'est très beau à voir. Tu peux voir les beaux petits souvenirs d'enfance. De toute façon, Axel a fait sa scolarité ici. Je pense qu'elle n'aurait jamais eu une scolarité aussi sereine en France. Parce que, oui, moi je trouve qu'ici, les enfants sont super bien encadrés. OK. Voulez-vous élaborer juste un petit peu plus à ce sujet? Parce que je trouve ça pertinent que vous pensez comme ça par rapport à... J'ai fait les 2 systèmes. J'ai eu 4 enfants. Mes 2 fils ont fait leurs études en France. Ils sont restés en France parce qu'ils étaient adultes quand on est venu au Canada. Mais Morgane, qui avait 15 ans, et Axel, 3 ans, elles ont fait toute une partie de leur scolarité. Et Morgane a toujours dit à 15 ans qu'elle avait adoré sa scolarité ici. Et Axel, je suis certaine qu'elle n'aurait pas eu cette scolarité aussi encadrée, aussi sereine. La France est beaucoup plus rigide et beaucoup plus... il y a moins de... Je trouve que l'encadrement émotionnel des enfants n'est pas là. L'inclusion des publics différents, où tu fonctionnes bien, où tu fonctionnes mal. Point. L'exigence un petit peu plus élevée. L'exigence académique, mais ils ne tiennent pas compte des personnalités. Ici, un enfant qui a des difficultés est accompagné. Parce que moi, j'ai travaillé dans les écoles et donc j'ai fait de l'accompagnement d'enfants. Et je trouve ça tellement beau de voir que l'inclusion existe depuis plus de 30 ans en Acadie. Moi, ça me touche. Je viens de retourner à l'université et j'ai 62 ans. Ils m'ont accepté à l'université avec un parcours atypique. En France, je n'aurais jamais pu faire ça. L'Acadie, je trouve que le Canada, parce que c'est aussi un état d'esprit
mais principalement en Acadie, je trouve qu'il y a un état d'esprit d'inclusion de toutes les identités, même les plus farfelues, parce qu'on peut dire que je suis une farfelue. En France, j'avais cette étiquette de farfelue. Ici, je l'aime, mais c'est pas comme un moins, c'est plutôt un plus d'être différent. En voyant la différence des systèmes scolaires auprès de vos enfants, vous avez dû voir, depuis votre arrivée au Canada, une certaine différence culturelle par rapport au Canada ou l'Amérique du Nord en général, et puis votre culture en France. Je suis sûre que lorsque vous êtes arrivé, ça a dû pas nécessairement être un choc, mais il y a quand même assez une différence quand tu arrives à l'étranger et tu dois commencer au tout nouveau. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Mais c'est sûr que si je posais la question à Axel, elle ne se rappelle pas ce qu'elle a vécu en France, mais Morgane dit toujours que ça a été une chance de vivre au Canada pour elle. Parce que non seulement elle a pu continuer son sport, et elle a fait ses études, parce qu'elle était en design. Elle a 33 ans, elle est retournée aux études, dans le design toujours. Et elle a fait aussi partie de l'équipe nationale de patinage de roues alignées canadienne. Donc ici, il y a plus d'opportunités pour faire plein de choses. La France, il y a une forme de... J'aime mon pays, mais il y a une forme de rigidité dans la façon de penser les choses. Au Canada, il se base sur la personnalité de la personne autant que ses accomplissements. Donc les deux ensemble font qu'il y a plus d'opportunités de faire sa place. En France, c'est où tu réussis à l'école, où tu réussis pas. Où tu rentres dans le cadre, où tu rentres pas dans le cadre. Ce qui fait que c'est pas du tout la même optique, il y a une forme de rigidité. Au Canada, il y a une malléabilité pour faire carrière, pour réussir scolairement. Moi, j'ai jamais réussi à l'école parce que je rentrais pas dans le cadre. Mm-hmm. Parce que j'ai un TDAH, puis que j'ai du mal à avoir une méthode j'avais du mal à avoir une méthode de travail. J'ai découvert à 58 ans que j'avais un TDAH quand je suis retournée aux études. Mm-hmm. Puis en plus, j'ai une hypersensibilité. Donc, tous les bruits me gênent, tout peut m'agresser. Donc, quand j'ai eu compris qu'ici, c'était plus facile d'être différent, je dis, OK, je fais quoi avec ça? Puis je me suis rendu compte que le système est adapté aux enfants qui sont différents et aux adultes qui sont différents, parce que je viens de commencer l'université à 62 ans, puis je me trouve à ma place. J'ai que des jeunes de 20 ans, 22 ans autour de moi. J'ai l'impression d'être dans mon élément. J'aurais jamais vécu ça en France. Mais ça tient à deux entités, moi, parce que je fais la démarche, puis ceux qui me reçoivent. Parce que si l'université ne m'avait pas acceptée, j'aurais jamais pu vivre cette expérience-là. Donc moi, je suis super reconnaissante à l'université de m'avoir acceptée en son sein, parce que c'est magique comme expérience. Oui, puis je trouve ça bien parce que je connais aussi plusieurs gens aussi qui ont fait le même genre que vous, puis qui ont été à l'université. Parce qu'il y a des programmes offerts aussi pour continuer vos formations à l'université. Disons que vous seriez un travail, ça fait 10 ans que vous travaillez, mais vous pouvez avoir une certaine formation qui est ouverte pour approfondir votre travail. Je trouve ça super génial que c'est offert aussi par ici. Pour les gens qui n'ont pas nécessairement eu la chance de faire ces formations-là en tant que jeunes, puis qu'en tant qu'adultes, ils ont finalement l'opportunité là. Ben oui, la formation des adultes, c'est la grande force du Canada. Ça veut dire qu'en France, si tu as fini ton cursus à 20 ans, tu peux pas obligatoirement y retourner, c'est pas dans l'air du temps. Ici, là, la formation des adultes, c'est presque une institution, une façon de penser du système. Ce qui fait que moi, je suis retournée 3 ou 4 fois aux études. J'ai fait une formation en affaires pour femmes artistes. J'ai fait une formation en musique, je suis partie dans la musique. J'ai fait des formations en écriture. J'ai fait des formations en tout. Parce qu'ici, tu peux te former sans avoir l'air d'un extraterrestre. Vous avez eu un trajet de vie tellement particulier, mais très beau, puisque vous n'avez pas laissé certaines choses vous affecter autant que peut-être que ça aurait affecté quelqu'un d'autre. Je trouve ça tellement beau. Donc, je suis sûre que vous, personnellement, vous voyez plusieurs choses en tant qu'accomplissement de votre vie. Le plus grand, devant tout, c'est d'avoir eu 4 enfants et d'avoir été une bonne mère. Parce que j'avais tellement peur de ne pas être une bonne mère, parce que j'étais très jeune quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais 17 ans et demi. Puis je pense avoir, dans leur regard, dans ce qu'ils me disent que j'étais une bonne mère. Ça, c'est mon premier accomplissement. Je suis une super grand-mère parce que j'ai 3 petites filles puis je les adore. Donc c'est ça le plus important. Après, derrière, j'ai fait exactement ce que je voulais. Je voulais devenir sportive. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Malgré la maladie, je m'entraîne 3-4 fois par semaine, voire plus. Donc je fais de la musculation et je suis sortie de l'hôpital il y a pas si longtemps, encore une fois.
Donc ça, c'est un de mes grands accomplissements. Quoi qu'il m'arrive avec la maladie, quelque handicap que je vive tous les jours avec, je l'ai dépassé. J'ai dépassé à chaque fois que j'ai été malade, que ça soit opérer des reins, opérer des jambes, opérer des mâchoires, vivre avec un handicap de déglutition. Ça, c'est un accomplissement à mes yeux. Mais j'ai fait exactement ce que je voulais. Quand j'étais enfant, je voulais écrire, donc j'ai écrit. J'ai fait partie de 2 collectifs d'auteurs. J'ai été finaliste sur, je crois, c'est 4 années de suite sur un concours littéraire à Montréal. Et j'ai eu 2 mentions spéciales du jury. Et ça m'a permis de faire partie de 2 collectifs d'auteurs. Et il y en a eu... Le collectif a été édité en 2021 et le prochain a été édité en 2022. Donc ça, c'était un rêve d'enfant. J'avais toujours dit qu'un jour, je voudrais écrire. Je voulais devenir la nouvelle George Sand, parce que c'était mon idole d'enfant. Puis j'ai fini par le réaliser en arrivant en Acadie à 47 ans. À 47 ans, j'ai réalisé mon rêve de pouvoir laisser mes mots voler, parce que je ne savais pas qu'ils avaient une valeur aux yeux des autres. Moi, j'écrivais pour le plaisir. Donc c'était un plaisir très solitaire. Et par hasard, j'avais l'école de danse et je travaillais beaucoup. Je dis, je vais faire un stage d'écriture à l'Escaouette. Je n'avais pas vu le mot dramaturgie écrit à côté. Donc je ne savais même pas ce que j'allais faire, ce que j'allais découvrir. Puis ça m'a tellement passionnée que mon premier texte a été choisi pour un festival à haute voix et 2 ans après, le second. Donc ça a commencé comme ça. Puis après, j'ai fait des stages d'écriture, j'ai fait des laboratoires d'écriture, j'ai commencé à écrire pour des concours, puis tout s'est enclenché. C'est en Acadie que j'ai trouvé ça. L'Acadie m'a aussi offert l'écriture, en plus de m'offrir la danse sur un plateau d'argent avec l'école de danse. En tant que personne qui vit un parcours atypique, je suis sûre que les gens de notre communauté ciblée par rapport aux amis du café qui vivent aussi des parcours atypiques, tu vas tellement les donner de l'inspiration par rapport à ton histoire, Guylaine, parce que c'est incroyable les accomplissements que vous avez faits depuis votre cheminement. En plus que vous avez accompli tellement de choses à l'âge que vous êtes par rapport à votre trajet. Je trouve que ça va vraiment inspirer plusieurs. Je ne sais pas si on peut inspirer quelqu'un par un trajet de vie, mais en tout cas, je ne sais pas si je peux vraiment inspirer les autres. Parce que j'ai pas ce but-là, mais... Même si vous n'avez pas le but, juste en faisant ce que vous faites, en vous surpassant vous-même, vous inspirez les autres à se surpasser eux-mêmes aussi. Je trouve ça beau. Mais je trouve ça beau de l'entendre, mais j'ai jamais eu cette impression-là, parce que je suis plus dans le don que dans le souhait d'inspirer. Même si on écrit avec ma co-autrice une trilogie sur la différence, et le but, c'est d'inspirer par notre parcours et par le parcours des gens qu'on va interviewer. Quelque part, c'est inspirer les gens à croire qu'on peut vivre des choses difficiles, on peut vivre la différence, on peut vivre la maladie, on peut vivre des choses violentes, mais on peut toujours s'en sortir. C'est très, très beau comme message. Puis je suis sûre que si jamais il y a des amis du café qui ont besoin de cette certaine petite motivation pour voir le positif dans la vie, puis tout le temps garder la perspective qu'on accueille des défis en tant que challenge et non en tant que limite. Puis je trouve ça très, très, très beau. Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. La vie, elle est faite de défis. Puis si t'es pas armé, c'est sûr que c'est plus difficile. Moi, j'ai toujours dit que tout ce qui nous était envoyé, ça nous permet de nous bâtir une résilience et une force intérieure. Puis je suis sûre que, en travers tout ça qu'on a parlé d'aujourd'hui, qu'on peut certainement voir le lien entre l'art et votre carrière, comment ça a beaucoup aidé par rapport à tous vos accomplissements, à votre trajet, à vos expériences, votre vécu. Je trouve qu'on peut vraiment voir certainement le lien entre l'importance de l'art auprès de vous. Si j'avais pas eu l'art, je pense que je serais peut-être pas en vie émotionnellement, parce que j'étais extrêmement sensible et tellement seule à l'intérieur de moi. J'étais pas une fille qui communiquait à l'oral. Pour moi, c'est encore nouveau de parler à haute voix. J'étais une fille qui se parlait à elle-même, à l'intérieur. Donc l'art, l'écriture m'a permis de donner les mots de tout ce que je vivais. Puis quand j'ai commencé à donner des conférences, à communiquer à travers la danse en donnant des cours, puis j'ai appris aussi à communiquer avec ma bouche. Parce que le texte que j'ai écrit qui s'appelait Poussière d'ange, c'était l'histoire d'un enfant qui ne parlait pas autrement que dans sa tête. Et c'était mon histoire. Et son rêve, c'était de devenir conférencier et auteur à succès. Et 10 ans après, je ne suis pas devenue auteur à succès, mais ce que je veux dire, c'est que j'écris de plus en plus. Je suis
je suis reconnue dans ce domaine-là, qui était juste un domaine annexe à la danse, et je m'exprime à l'oral. Pour moi, ouvrir ma bouche et parler, ça a été le plus grand défi, parce que le petit garçon, dans ce texte-là, il dit « Dis, grand-mère, est-ce qu'un jour, je serai comme tous les autres petits-enfants et je parlerai avec ma bouche ?» Elle lui répond « Oui, un jour, tu parleras avec ta bouche, mais tu resteras toujours toi-même. Tu ne seras jamais comme tous les autres, tu seras toi-même. » Donc c'est exactement ça. Je suis restée Guylaine, mais aujourd'hui, je parle. Puis c'est ça que je veux cultiver dans chacun des enfants avec qui je travaille, mes enfants, moi-même. Tous les gens que je côtoie, c'est leur identité. On est tous différents et on ne doit pas se calquer sur un modèle, sur un cadre. Oui, il faut évidemment rentrer dans certains cadres sociaux parce qu'il y a des lois, elles sont faites pour être... Mais tu peux fonctionner en étant un individu très affirmé tout en respectant les autres. Et ça, c'est important de savoir que se calquer sur faire tout comme tout le monde, c'est quelque chose que je préconise pas. On a le droit de sortir du cadre tout en pouvoir rentrer dans un certain cadre. Oui. Et moi, je suis restée Guylaine et ma grand-mère m'avait dit ne change jamais, Guylaine. Et je pense, elle est décédée, mais jamais j'ai changé. Je suis restée Guylaine. Donc, je suis heureuse de ça. C'est la seule chose que surtout, ne jamais changer qui on est. On peut s'améliorer, mais on ne doit pas se caler sur une demande. On doit se caler sur sa demande. Je peux pas le dire assez, mais ce que vous disiez, personnellement, moi, je sais que ça m'inspire, mais c'est ça, je trouve. Votre message est émouvant et je pense vraiment que ça va passer un très bon message positif auprès de notre communauté par rapport à tu peux être à n'importe quel point dans ta vie et complètement changer ta vie à un plan 360 pour le meilleur. Puis je trouve que c'est très beau à pouvoir passer ce message-là, surtout que ce podcast est ici pour donner la voix à notre communauté inclusive et je pense que ceci, c'est la façon la plus parfaite à le faire. Tu sais, j'ai créé un projet qu'il faut que je trouve les partenaires qui s'appelle Donner la voix, VOIE, à notre voix, VOIX. Oui. Et ça parle justement de l'inclusion de tous les publics en difficulté de vie ou qui sont hors du cadre. Et c'est sûr que c'est difficile de trouver sa voix, VOIE, VOIX. Et on a un devoir en tant qu'adulte, CAFI, les institutions, quelles qu'elles soient, c'est de donner les moyens aux jeunes, parce que moi je travaille avec les jeunes, de trouver leur voix, VOIE, VOIX. Parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et souvent, il y a des oubliés dans le système. Moi, je le fais par le biais des arts. Que ça soit parce que la philo, c'est un art de la pensée. La philosophie aux enfants, c'est important de l'emmener. L'écriture, la danse, tout ce qui a trait aux arts et à l'expression des jeunes, moi, c'est ce qui m'a aidée. Donc, je veux le redonner aujourd'hui. Puis, je le redonne depuis 35 ans, d'ailleurs. C'est mon mandat. Je vous lève le chapeau pour ça. C'est incroyable et formidable. Moi, ça me gêne toujours quand on me dit que c'est incroyable. Ce qui est important, c'est que, d'abord, je sois heureuse avec la vie. Parce que j'apprécie chaque jour que je vis comme un de plus. À chaque fois que je me réveille d'une anesthésie, je fais « Ok, je suis encore vivante ». Puis, parce que j'ai quand même des défis avec ce que je dois vivre chaque jour. Mais je suis tellement heureuse de travailler avec exactement dans le domaine que je voulais. Parce qu'on dit que les artistes sont les parents pauvres de la société. Non, mais je vis très bien avec ce que j'ai. Et j'en vis. J'en vis. En tant qu'artiste, c'est mon métier. Et je vis de mon art. Mais je suis chanceuse, je pense. Vous êtes chanceuse, mais vous avez travaillé pour ce que vous avez. Oui, j'ai travaillé fort. Donc, je te remercie, Guylaine, pour cette très belle conversation émouvante. J'apprécie tellement votre présence à cette capsule. C'est un honneur de pouvoir vous parler en tant que capsule pour donner la voix à notre communauté. En vue de la fin de cet épisode, j'ai une dernière question à vous poser. Quel est quelque chose que vous souhaiteriez que nos amis du CAFI retiennent de cette conversation lorsqu'on part? Je vais me permettre de faire une citation que j'ai écrite en 2003, je pense, quand je suis arrivée au Canada, qui dit ceci. « Vivre, c'est croire si fort à ses rêves que pour chaque non, on répond oui et que l'impossible devient possible. » Et c'est quelque chose qui me guide depuis 20 ans, depuis que je suis arrivée au Canada. Donc toujours croire à soi. À chaque fois qu'on vous dit non, ok, moi je vais te dire oui. Et puis à chaque fois que quelqu'un vous dit c'est impossible, tu vas te débrouiller pour que ce soit possible. Donc vivre, c'est ça pour moi. Croire si fort à ses rêves que pour chaque non, on répond oui et que l'impossible devient possible.
encore une autre fois, merci Guylaine pour cette conversation émouvante. Votre participation à cette capsule, j'aimerais juste souligner que c'est une étape réelle plus proche d'une meilleure société inclusive à la diversité. Et pour vous, chers téléspectateurs et chers amis du CAFI, un grand merci pour votre écoute et votre engagement dans ce nouveau réseau de communication du CAFI. Restez aux aguets pour notre 4e capsule qui sera diffusée prochainement. Merci, bonne journée. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada. CAFI Diversité. Partage ta passion pour la francophonie culturelle ici, chez CAFI.